On va se poser la question aujourd'hui de savoir c'est quoi le sens d'une proposition. La notion de sens ici va plus se rapprocher de la notion du vrai et du faux. Mais avant de continuer, rappelons tout au moins ce qu'on a vu au cours précédent. On a plus ou moins démontré le théorème de compacité que lorsqu'on avait un système axiomatique, quoique infini, pour faire une preuve, on pourrait toujours se ramener à un nombre fini d'axiomes. Et là, par définition, ça dépendait de ça émanait de la définition même de ce qu'on appelait preuve. Ensuite, on a établi le magnifique théorème de la déduction de Abraham-Tarski, qui nous disait que lorsqu'on veut démontrer que A implique B, alors on pouvait supposer A. Et partant de cette supposition, on suppose que A est vrai, on doit aboutir au fait que B soit vrai. Et de ce fait, on pourrait conclure que A implique B. Donc ça, c'est le fameux théorème de la déduction. Et après cela, on a démontré plus ou moins la négation de l'antécédent, la double négation. Et donc ça se démontrait, même si intuitivement, on pouvait s'attendre au fait que non A euh, équivaut à A, alors on a démontré à partir du système formel déductif de la logique propositionnelle classique que c'est bien effectivement le cas. Et en fin de compte, on a parlé de la contraposition. Donc vraiment, nous étions dans le bain de la syntaxe et de la preuve. Donc en partant d'un système formel, tout ce qui pourrait toucher la notion de vrai était ce qui était démontrable. Et donc aujourd'hui, on va mettre cette notion de syntaxe plus ou moins d'un côté. On va quitter ce monde-là provisoirement et essayer de comprendre même le sens des propositions. Donc par exemple, si on a une grosse proposition, et c'est quoi une grosse proposition? C'est tout simplement une formule qui peut s'écrire P implique Q, implique, donc on met les parenthèses, implique non, on va dire A implique B. Alors, voici une formule dans le monde de la syntaxe. Et si on voudrait toucher dans ce monde de la syntaxe la notion de vérité, il faudrait qu'on prouve ceci. On dise par exemple que si ça est vrai, alors LPC prouve ça. Et donc, dresser une liste finie, bien ordonnée de formules qui prouvent ça. Mais d'un point de vue sémantique, on veut se rapprocher de la notion de vrai. On veut bien se prononcer en termes de vérité sur, on va dire, cette formule. Mais pour y parvenir, il faut subtilement décomposer ou avoir un arbre de reconstitution de cette formule partant des propositions ou bien des variables propositionnelles. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut se dire, OK, on a cette formule phi, on l'appelle phi. Alors, comment on fait pour avoir phi? On met phi en tête, le nœud d'entrée. On a notre implication. Et partant de notre implication, on a une bifurcation. À gauche, on a ce qui vient à gauche de l'implication dans notre formule. À droite, on a ce qui vient à droite de l'implication. Donc, c'est vraiment un arbre de reconstitution. L'idée, c'est de retrouver les variables propositionnelles qui constituent cette formule. Parce qu'effectivement, pour se prononcer globalement sur phi, il faudrait au moins se prononcer sur les variables propositionnelles qui constituent phi. Et donc ici, on va encore créer plus ou moins une bifurcation en mettant comme symbole l'implication. Là, on a P, ici on a Q. Ici, on a la négation. Là, on a A, implique B. Là, on a une bifurcation, on a l'implication, on a A, B. Donc, voilà les variables propositionnelles qui constituent, donc, variables de phi, c'est P, Q, A, B. Et donc, intuitivement, on serait appelé pour se prononcer sur la, on va dire, la valeur de vérité de phi, pour donner un sens à cette formule, pour dire plus ou moins si cette formule est vraie ou si elle est fausse.
il faudrait tout au moins se prononcer sur les variables propositionnelles PQA, donc ce qui est légitime. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va en premier lieu définir ce qu'on entend par, on va dire, distribution, changer un peu de stylo, distribution de valeur de vérité. Qu'est-ce qu'on entend par distribution de valeur de vérité? C'est tout simplement une application V qui va de l'ensemble des variables propositionnelles vers le couple 0,1 qui a toute variable propositionnelle associe sa valuation. C'est-à-dire, lorsqu'on a une variable propositionnelle, euh, dans le chemin inductif de construction des formules, on a dit que toute variable proportionnelle était une formule, c'était la formule atomique. Et donc, on aimerait bien se positionner sur ces formules atomiques-là au sens de vérité. Est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? Et donc, ceci étant dit, on peut donc étendre cette application définie sur les variables propositionnelles à une application qu'on va toujours noter V, dont 0, 1, qui a toute proposition ou bien formule, c'est mieux, phi, mais notons toujours P. Mais sachant que c'est ici maintenant toute formule associée la valeur de vérité de cette formule est telle que l'application vérifie non P est égal à 1 moins V de P. Donc ça, c'est la première relation. La deuxième, c'est que euh, V de P implique Q est égal à 1 moins V de P plus V de P fois V de Q. Donc, pour se prononcer sur la notion de sens de vérité, on va définir cette application, cette distribution de valeurs de vérité, d'abord sur les variables proportionnelles, ensuite qui s'étend sur les formules par induction via les relations 1, 2. Pourquoi par induction? Parce qu'effectivement, notre système ici, dans cette version, on ne considérera que l'alphabet et les règles de formation. On a vu, pour former une formule, c'est pas induction. On commence toujours sur les variables et grâce au symbole du système, on peut se permettre de prendre une formule, de fabriquer sa négation ou de prendre deux formules et de fabriquer l'implication. Donc, cette application nous permet de parler de valeur de vérité. Et donc, si on revient à la notion de sens, dans la vie courante, on peut être amené à dire euh, s'il pleut demain, on peut être amené à dire s'il pleut demain, alors je prendrai mon parapluie. Ou bien une phrase si la terre est plate, je suis le pape. Donc, dans la vie, on a cette phrase qu'on peut former. Et pour bien voir la différence entre la syntaxe qu'on a introduite dans les deux cours précédents et la sémantique qu'on tente d'introduire ici, vous pourriez vous représenter la syntaxe comme la grammaire, dont on a l'alphabet. Et grâce à cet alphabet, on peut définir des règles de formation via des règles de grammaire et de conjugaison. Et à partir de là, on peut se prononcer sur des phrases qui, du coup, ont un sens dans la vie réelle. Si la terre est plate, je suis le pape. Donc là, il y a vraiment des règles de conjugaison qui interviennent, des règles de grammaire, de syntaxe, comment écrire les mots. Mais partant de là, on peut inférer toute une expression qui a un sens. On peut se poser la question, est-ce que cette phrase est vraie ou pas? Donc, c'est vraiment deux mondes différents, deux mondes divisés. Il y a une cloison entre ces deux mondes, de la grammaire
et de ce qu'on peut dire se servant de cet alphabet, de cette grammaire. Et donc, pour se prononcer là, c'est pas aussi évident. Il faudrait plus ou moins s'intéresser aux variables propositionnelles qui constituent cette phrase. Et donc, on peut se dire que ma première variable propositionnelle, c'est la Terre est plate. La deuxième, c'est je suis le pape. Et donc, si on veut reformuler ça dans un sens, on va dire, syntastique, alors c'est tout simplement P implique Q. Donc, on voit que la véracité de cette phrase dépend très exactement de la véracité de nos variables propositionnelles qui constituent la phrase. Donc, il faut déjà que je sache si la Terre est plate ou non et que peut-être si je suis pas ou non. Et donc, ceci demande qu'on dresse une table de vérité pour les deux symboles de base. Dans notre système a deux symboles, n'oublions pas qu'il a deux symboles, la négation et l'implication. Et on voit qu'on peut toujours constituer ou former nos formules à partir de ces deux symboles. Donc, ce sont les symboles de référence. Et donc, il faudrait plus ou moins dresser la table de vérité de la négation et de l'implication. Et de là, on pourra avoir la valeur de vérité de toute formule, puisque par induction, toute formule est constituée de la négation et de l'implication. Et donc, c'est quoi la table de vérité? Table de vérité de la négation et de l'implication. Alors, on se donne une proposition A. Et comme on a défini notre distribution de vérité sur les variables propositionnelles, en disant que c'est une application qui va de ces variables vers 0, 1, du coup, pour A, on a deux possibilités. Soit A, de façon abstraite, est vraie, soit elle est fausse. Si A est faux, alors par définition de V, d'après la relation 1, on s'attend bien à ce que non A soit vrai. Et inversement, si A est vrai, non A est faux. Et donc, pour la table de vérité de l'implication, comme on a affaire à deux variables propositionnelles de base, donc par exemple A et B, alors on a A qui peut prendre conditionnellement par rapport à B quatre valeurs. Le cas où A c'est 0 et B c'est 0, l'implication vaut 1, toujours par rapport à la définition de notre distribution de vérité. Et là, on vérifie que c'est 1, 0 et 1. Donc, voilà les tables de vérité qui ont permis au départ ou historiquement à se prononcer de façon générale sur le sens, la véracité d'une formule. Et par exemple, cette ligne a été l'objet d'un véritable débat philosophique très tendu à l'époque, parce qu'on se demandait bien comment une implication peut être vraie, euh, et en quelque sorte, en particulier pour cette ligne, comment elle est vraie lorsque la prémisse est fausse. Comment le faux peut impliquer le vrai. C'est plus ou moins ce que cette ligne s'y dit. Et donc, ça a constitué vraiment un véritable débat à l'époque. Mais nous en sommes arrivés là, à cette table-ci, dont les deux tables génériques, on va dire, je préfère dire, la puissance générique
euh, du, euh, de la sémantique dans la logique propositionnelle. Et donc, maintenant qu'on a plus ou moins deux notions, on va dire deux notions de vérité pour une formule phi. D'une part, phi peut être vrai d'un point de vue syntaxique, au sens où LPC prouve phi. Donc, on est dans vraiment du système formel déductif avec nos quatre ensembles, alphabet, règles de formation, axiome, règles de déduction. Soit on peut faire fi de la notion d'action et de règles de déduction pour ne que garder au final, donc on peut s'en passer de ça, pour ne que garder au final euh, l'alphabet, un peu comme le métalangage, le français par exemple, l'alphabet et les règles de formation. Et grâce à ça, et nos tables de vérité génériques, notamment de la négation et de l'implication, on peut se prononcer aussi d'une certaine façon à la notion de vérité. Donc, d'une part, d'un point de vue syntaxique, on a la notion plus ou moins de vérité, la syntaxe, et d'autre part, la sémantique. C'est-à-dire, la syntaxe, c'est un enfant qui conjugue ou qui écrit des mots en français, on regarde si, il y a de la cohérence en termes de conjugaison, en termes de règles de grammaire, et on s'en tient à cela. Et le test nécessairement ne peut ne pas émaner euh, quelque chose qui puisse nous permettre de se poser la question de vérité. On peut juste s'en tenir à ces règles de formation-là, ces règles de grammaire, de conjugaison et tout. Tandis qu'ici, on va transcender ces écrits, ces écritures, pour se poser la question de véracité. Est-ce que ça a un sens dans le monde dans lequel nous sommes? Et donc, il y a deux notions de vérité, syntaxe et sémantique. La question que, on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a équivalence entre les deux? En français, la réponse est non. La sémantique ne vaut pas la syntaxe. La grammaire, la conjugaison, les alphabets, c'est de loin différent de la syntaxe. Lorsque je parle, lorsque je communique, lorsque j'enregistre cette vidéo, c'est essentiellement de la syntaxe puisque on en extrait un sens. Il y a un paradigme qui peut être compris à travers mon discours, il y a tout un environnement, tout un espace qui peut être extrait de mon discours. Tandis que la sémantique, c'est très exactement les lettres S, Y, N. Et vraiment, on ne se pose pas la question de vérité. Donc en français, c'est littéralement deux choses qui sont différentes. Tandis qu'en maths, et c'est ça la magie des maths, c'est qu'on va démontrer que la syntaxe égale à la sémantique. Donc la grammaire égale au discours, plus ou moins. Et c'est ça qui est plus ou moins révolutionnaire. Et c'est ce qu'on appelle le théorème de complétude de Gödel. Donc ça, c'est le coup de génie de Gödel 1930. C'est qu'il va permettre de lier ces deux notions, la notion de syntaxe et de sémantique. Et donc, j'énonce le théorème, soit gamma, un ensemble, on pourrait dire de propositions, mais je préfère prendre la notion d'axiome, un ensemble d'actions, un ensemble d'actions et, et une proposition
de LPC. Alors, le théorème nous dit que si gamma prouve phi, si et seulement si, donc si et seulement si, gamma est une conséquence sémantique de phi. Donc ça, c'est la syntaxe. Ici, c'est la preuve au sens de la syntaxe. Il faut dresser une preuve. Et là, c'est vraiment au sens des tables de vérité. Alors, ça veut dire quoi? Une conséquence sémantique. Alors, définition. Alors, si je prends soit P, une proposition de LPC, on dit que P est satisfaite s'il existe une valuation, une application, une distribution, s'il existe une distribution V telle que V de P est égal à 1, telle que V de P est égal à 1. Et par conséquent, P n'est pas satisfait. Et donc, vous prenez la négation tout simplement si pour toute distribution, V de P égale à 0. Et là, si P n'est pas satisfait, P est une ontologie. Et P est une tautologie si P est satisfait pour toute distribution. Donc, il faut faire la différence entre euh, une proposition est satisfaite, une proposition est une tautologie, une proposition est une ontologie. Et donc, si on a un ensemble gamma, un ensemble d'axiomes, alors on dira que gamma est une conséquence sémantique de phi, si et seulement si, pour pour toute variation, gamma est une conséquence sémantique de phi, si et seulement si pour toute distribution V, telle que pour tout axiome de grand gamma, si V, si cet axiome est satisfait par V, alors nécessairement V satisfait phi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que gamma est une conséquence sémantique de phi si toute distribution qui satisfait les axiomes de gamma satisfait la proposition en question. Et donc, c'est ce que ça veut tout simplement dire. Et donc, le théorème de complétude nous dit qu'il y a égalité entre la preuve et les tables de vérité. Alors, quelle est la conséquence de ça, de ce résultat? La conséquence, elle est magnifique. La conséquence, c'est que lorsque tu as une formule phi, euh, une grosse formule compliquée, parfois difficile à démontrer, au lieu de passer par la preuve, d'exhiber une preuve, une liste finie, ordonnée de formules, qui soit un axiome, soit dont les formules sont soit des axiomes, soit des conséquences directes des formules qui lui précèdent, au lieu de faire cela qui, dans la pratique, est parfois compliqué. Alors, on peut passer dans la sémantique pour faire recours très exactement aux tables de vérité. Et là, qui est très facile. Et pour ça, on va juste dresser l'arbre ou bien exhiber les variables propositionnelles qui constituent phi. Pour chacune de ces variables, voir les valeurs qu'elles peuvent prendre et effectivement vérifier si phi est une tautologie ou pas. Donc, si on n'a que des 1 plus ou moins dans la table de vérité de phi. Et donc, c'est vraiment très utile dans la pratique, ce théorème. C'est qu'on a pu mettre en relation la preuve
et la vérité. Au sens où pour démontrer qu'on a affaire à un théorème, c'est-à-dire ici gamma over phi, alors il suffit, donc ce symbole, j'évite de l'écrire, alors il suffit de montrer que gamma est une conséquence sémantique de phi. Alors pour cette preuve, ça utilise beaucoup de lemmes. On a environ 4 lemmes, disons 5 lemmes, et on va les démontrer. On va démontrer le théorème de complétude de Gödel dans la vidéo prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour continuer à suivre cet édifice qu'on est en train de construire pour comprendre le monde des mathématiques, le fondement des mathématiques. Bien de fois, nous mathématiciens, on ne sait pas l'origine de ces objets qu'on manipule. Il est peut-être temps pour nous de comprendre euh, comment est-ce que ces outils ont été construits. Donc, comme on l'a dit, l'idée, l'objectif, c'est d'arriver à le formalisme actuel dans lequel baignent les mathématiques, qui est la théorie des ensembles, euh, du ZMLO Frankel, muni de l'action du choix.